Dans cette capsule, on va discuter un peu d'ostéoporose, de densité osseuse et d'un test de laboratoire qui s'appelle le C-télopeptide. En Amérique du Nord, une femme sur 4 et un homme sur 8 souffrent d'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est une maladie de déminéralisation des os. Donc, les os perdent leurs minéraux, le calcium et le phosphore, ce qui donne des os affaiblis et ce qui donne des gens qui sont très susceptibles à subir des fractures, soit des fractures de la hanche ou des fractures vertébrales. Pour bien comprendre l'ostéoporose et son traitement, il faut comprendre un peu comment fonctionnent les os. Alors qu'on serait porté à penser que l'os est une structure totalement inerte, il n'y a rien de plus inerte qu'un squelette, l'os est au contraire une structure étonnamment dynamique, une structure qui se fait et se défait tout au long de notre vie. Pourquoi est-ce que l'os se fait et se défait tout au long de notre vie? C'est parce qu'il doit s'adapter continuellement à des nouvelles contraintes physiques, de poids, de charge, et ainsi de suite. Alors, des exemples de cette adaptation au stress physique viennent spontanément. Les gens qui font du surpoids, donc les gens qui doivent porter une charge corporelle plus lourde, vont développer des os plus forts pendant leur vie. On le voit également chez les athlètes. Chez le tennisman, la main qui tient la raquette contient des os beaucoup plus gros que l'autre main, parce que l'effort physique réalisé par la main qui tient la raquette est plus intense. On le voit également de façon paradoxale chez les astronautes. Alors, quand l'astronaute est dans l'espace où il n'y a aucune attraction terrestre, donc il n'y a aucune charge qui est exercée sur les os, les astronautes développent automatiquement une ostéoporose assez prononcée. Ils perdent de la masse osseuse parce que, en apesanteur, on n'a pas besoin d'un squelette aussi fort. Donc, tous ces phénomènes montrent que les os s'adaptent continuellement à la charge qu'ils doivent supporter. Alors, pour que l'os puisse s'adapter comme ça aux contraintes variables de la vie d'un individu, la nature a mis au point une série de mécanismes extrêmement intéressants. On va essayer d'en comprendre un petit peu la base aujourd'hui. Alors, un peu comme le ferait un individu qui voudrait réparer une surface de ciment, pour réparer un os, on dit pour le remodeler, on va toujours commencer par en détruire un petit peu la surface. Donc, la première étape du remodelage osseux se fait en détruisant une partie de l'os, une étape qu'on appelle la résorption osseuse. Alors, pendant cette étape, des cellules vont venir, vont gruger de l'os, vont dissoudre le calcium et le phosphore, qui constituent la partie solide de l'os, et vont dissoudre également la partie des protéines de l'os, qu'on appelle le collagène. Ce n'est que dans une deuxième étape, qui peut parfois se dérouler des semaines ou des mois plus tard, que du nouvel os ou du nouveau ciment va venir se mettre en place en fonction des nouveaux besoins de cet os. Donc, quand un individu est en croissance, des quantités d'os beaucoup plus importantes vont venir se déposer pour réparer le site, ce qui va permettre à l'os de grossir, de devenir plus fort. Dans les situations où les besoins sont moins grands, des quantités plus petites d'os vont venir remplacer celles qui avaient été détruites par le phénomène de résorption. Alors, tant que l'individu est en croissance, les quantités d'os qui sont déposées sont plus importantes que celles qui sont enlevées. C'est bon jusqu'à 30 ans. Passé 30 ans ou passé 40 ans, dépendant des individus, c'est le phénomène inverse qui se produit. Les quantités d'os qui sont enlevées sont toujours un petit peu plus grandes que celles qui sont déposées. Ce qui fait qu'avec les années, les os deviennent de plus en plus fragiles. C'est un phénomène de vieillissement normal. Ce phénomène de remodelage osseux dépend de beaucoup de facteurs, dont les hormones, les estrogènes et la testostérone. C'est pour ça que le phénomène d'ostéoporose s'aggrave ou s'accélère beaucoup chez la femme ménopausée ou chez l'homme andropausé. Le même phénomène explique pourquoi il est si important de développer une masse osseuse maximale avant d'atteindre l'âge de 30 ans. Une bonne réserve osseuse sera encore le meilleur mécanisme pour se protéger de l'ostéoporose. On peut suivre la perte de masse osseuse avec l'âge en utilisant une technique d'imagerie qu'on appelle mesure de la densité minérale osseuse, qu'on appelle parfois aussi un DEXA, c'est du nom de l'appareil de radiologie, qui est utilisé pour faire les mesures. La densité minérale osseuse est généralement mesurée au bas de la colonne et au niveau d'une hanche, ou des deux. Les radiologiques s'expriment par un score T, un résultat de densité osseuse. Un score T, c'est une mesure de la différence entre votre densité osseuse et celle d'un groupe d'individus avec une densité osseuse maximale, donc un groupe de jeunes individus
de votre sexe. Si vous êtes une femme, vous êtes comparé à des femmes de moins de 30 ans. Si vous êtes un homme, vous êtes comparé à un groupe d'hommes de moins de 30 ans. Alors, le score T, en général, plus le chiffre est bas, plus votre densité osseuse est faible comparativement à votre groupe de comparaison. On estime qu'une densité minérale osseuse supérieure à -1 est adéquate. Une densité minérale osseuse entre -1 et -2,5, ce n'est pas encore de l'ostéoporose, mais c'est définitivement un affaiblissement des os qu'on va appeler de l'ostéopénie et qui, dans certains cas, sera traité. En bas de -2,5, et en particulier s'il y a des fractures pathologiques, on parlera d'ostéoporose franche et d'ostéoporose fracturaire. Donc, la densité minérale osseuse, le DEXA, est l'outil et le seul outil qui permet de diagnostiquer une ostéoporose. Alors, l'os n'est pas composé uniquement de calcium et de phosphore. L'os est composé d'une matrice de protéines, une matrice de collagène. C'est cette matrice-là qui donne la forme particulière à chaque os. Un os long comme le fémur ou le tibia, une vertèbre ou encore un os plat comme la calotte crânienne. Donc, c'est cette matrice de collagène, cette matrice de protéines qui donne la forme de l'os sur laquelle va venir se déposer du calcium et du phosphore qui vont lui conférer de la solidité. La matrice de collagène toute seule n'est pas assez forte pour résister aux pressions. Le calcium et le phosphore ont besoin absolument de cette matrice pour se déposer de façon correcte, adéquate, pour former l'os avec les fonctions particulières. On a mentionné tout à l'heure que dans le cycle de remodelage osseux, on commençait toujours par une étape de résorption osseuse, donc l'étape où les cellules viennent gruger une partie de l'os, enlèvent du calcium et du phosphore, mais détruisent également une partie de cette matrice de collagène. Alors, des débris de ce collagène, des morceaux du collagène, vont se retrouver dans la circulation sanguine, donc entre l'os et le rein, où ils vont être éliminés dans l'urine. Et ces petits débris de l'os sont mesurables. Un de ces débris s'appelle le cétélopeptide, et sa mesure va nous aider, non pas à diagnostiquer l'ostéoporose, c'est la responsabilité du DEXA, mais plutôt à être capable de suivre le traitement de l'ostéoporose ou sa sévérité. Alors, quelle que soit la condition, plus la résorption osseuse est élevée, plus le taux de cétélopeptide sanguin sera élevé. La médecine moderne utilise de plus en plus la mesure des cétélopeptides sériques pour suivre le traitement de l'ostéoporose avec une famille ou une classe de médicaments qu'on appelle les bisphosphonates. Alors, les bisphosphonates agissent comme une laque, comme une espèce de laque qu'on mettrait à la surface des os pour empêcher les cellules d'activer la résorption osseuse. Donc, tant que cette laque est présente, les personnes sont protégées contre une aggravation de leur ostéoporose. Alors, si l'os ne se résorbe plus parce que le médicament est efficace, on va avoir à ce moment-là une baisse importante des cétélopeptides dans le sang. Alors, pour un patient ou une patiente qui suivrait un traitement au bisphosphonate, les effets sur sa densité minérale osseuse sont extrêmement lents à se produire et peuvent prendre jusqu'à 1 an, parfois même 2 ans avant d'être décelables au DEXA. Donc, il faut que pendant tout ce temps-là, le patient prenne son médicament en espérant que ça fonctionne très bien. Or, quand on fait la mesure des cétélopeptides sériques, on peut voir que le médicament fonctionne en 2 à 3 mois seulement. Quand le médicament fonctionne ou quand les gens le prennent correctement, les taux de cétélopeptides sériques vont chuter de 50 % pendant les premières 6 à 8 semaines. Alors, il n'est pas surprenant que les sociétés médicales, dont la Société canadienne d'ostéoporose, recommandent maintenant de mesurer le taux de cétélopeptides sériques avant un traitement pour ostéoporose, avant de le commencer, et 3 à 6 mois plus tard, pour prouver que le médicament fonctionne très bien, pour encourager le patient à suivre sa thérapie jusqu'à ce que la densité osseuse, prise 1 an ou 2 ans plus tard, puisse mesurer un effet sur la densité minérale osseuse. Parlez-en à votre médecin.